Bonsoir, les femmes et l'alcool, c'est le thème de cette émission. Pendant longtemps, l'alcoolisme a gardé l'image d'une maladie exclusivement masculine. Il est vrai que les hommes sont plus enclins à l'abus d'alcool. Cependant, aujourd'hui, les femmes sont en train de les rattraper. Elles enchaînent les verres qui les entraînent vers l'addiction. Une addiction tolérée chez les hommes, mais qui reste tabou au féminin. Alors ce soir, nous allons oser en parler avec nos invités. Les docteurs Frédéric Massat, psychiatre, Marouane Tanouz, addictologue, Michel Mattei, psychologue. Vous êtes tous les trois attachés à l'unité régionale de soins d'alcoolologie à l'hôpital de Castellucci. Et enfin, Antoinette de la Place, vous êtes directrice régionale, vous représentez ici l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Alors tout d'abord, l'addiction à l'alcool chez les femmes, est-ce que le tabou est levé ou c'est encore caché? Docteur Tanouz. Moi, je pense que le tabou est un petit peu levé. C'est vrai que l'histoire de l'alcool chez la femme, ça reste un petit peu une histoire cachée parce que socialement, c'est mal accepté, mais parce que c'est socialement, ça provoque des dégâts et parce que la femme, comme chez certains hommes, ont des difficultés à parler de ce problème. Mais je pense que la prise en charge, étant donné, va de plus en plus en s'améliorant et que les femmes s'ouvrent de plus en plus à cette prise en charge, moi je considère que la parole se libère. Voilà, la parole se libère parce que c'est de plus en plus accepté. Quel constat faites-vous ? Oui, effectivement, je pense que la culpabilité en tant que femme reste effectivement à partir du moment où il y a consommation, parce qu'elles sont mères, on leur dit qu'il ne faut pas qu'elles consomment pendant leur grossesse. Enfin, ça renvoie beaucoup au statut de la femme, et je pense que c'est encore un sujet délicat pour certaines femmes. Michel Mattei, vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Je crois que tout est un peu dit, mais le discours, la parole de la femme, bien qu'elle se libère, effectivement, est toujours très chargée de honte et de culpabilité. Je suis d'accord. Docteur. La honte les freine encore à se rendre aux soins. Un peu moins maintenant, mais quand même encore. Alors, est-ce que vous avez constaté une explosion de l'alcoolisme chez la femme ? On ne peut pas parler d'explosion. Je pense pas. Je pense qu'il y a eu toujours des femmes consommatrices, comme il y a eu toujours des hommes. C'est encore une fois, c'est la prise en charge qui s'est améliorée et l'ouverture des portes aux femmes de venir consulter, même si en général les femmes viennent tardivement, pas difficilement et tardivement en consultation. À noter qu'ils sont beaucoup plus fidèles que les hommes quand ils accrochent une prise en charge, ils viennent plus fidèlement à cette consultation. Mais je pense qu'avant d'entamer le sujet et aller au vif du problème, il y a quelque chose à définir sur l'alcool et c'est quoi l'alcoolisme. Si vous êtes d'accord, je peux vous en donner deux mots. C'est la question que je vais vous poser tout à l'heure, mais je voudrais savoir ce que ces dames constatent au sein même de leur structure. Est-ce que vous avez constaté une explosion ? Les femmes boivent-elles plus qu'avant ou pas ? Pas forcément plus. Elles le disent plus. Elles viennent plus. Mais je pense qu'elles ont toujours bu. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a des jeunes femmes et jeunes filles qui, à mon avis, boivent plus qu'avant. Mais pour les femmes que nous recevons de 50 ans, 40, 50, 60, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, ce que l'on observe au niveau de l'explosion, c'est non pas de l'alcoolisme pour l'instant, mais une très forte alcoolisation de ces jeunes femmes, et de plus en plus et de plus en plus tôt. Ça, sur la population en général, que ce soit homme ou femme, l'alcool rentre dans leur vie de plus en plus jeune. Et je pense qu'on voit effectivement dans nos files actives avec 30 ans d'addicto au niveau de la structure, on a vu la file active au niveau des femmes augmenter, de passer de 20% actuellement à 30% au niveau de la démarche de soins. Mais en tout cas, une alcoolisation beaucoup plus importante chez ces jeunes filles et même très jeunes filles. Alors, qu'est-ce que la maladie alcoolique, justement ? La maladie alcoolique, c'est une maladie chronique.
L'alcoolisme, c'est l'alcoolisme de dépendance. Je ne parle pas de l'alcoolisme d'un verre ou 2 verres de temps en temps. L'alcoolisme dépendant, c'est une maladie chronique. C'est une maladie alcoolique chronique. C'est quoi l'alcoolisme plutôt? L'alcoolisme, je veux dire, si vous voulez, on peut prendre l'alcoolisme en 4 étapes. On a ce qu'on appelle, et déjà, par la définition, on va voir une différence entre hommes et femmes. Vous avez l'alcoolisme qui est admis par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, qui est 3 verres admis acceptés pour l'homme et 2 verres pour la femme. Donc déjà, il y a une différence. Ce n'est pas parce que ces messieurs sont des machos qu'ils ont dit non, pour les femmes on donne moins que pour les hommes. C'est parce que les femmes tolèrent beaucoup moins l'alcool que les hommes. Après, nous avons ce qu'on appelle l'alcoolisme abusif. Tout ce qui dépasse ce type de quantité d'alcool, on peut le considérer comme abusif, comme excessif. On passe après à une autre étape supplémentaire qui est l'alcoolisme nocif. C'est là où les maladies commencent à apparaître. Et ensuite, vous avez l'alcoolisme chronique dépendant qui est effectivement a une définition autre que l'alcoolisme en général. C'est-à-dire on est dépendant à partir du moment où on a besoin de l'alcool pour être bien, ou à partir du moment où on recherche l'alcool, ou à partir du moment où on dit demain on arrête tout le temps, à partir du moment où il y a déjà des effets secondaires au niveau psychiatrique et psychologique. Et tout ça, c'est des critères de dépendance. Il suffit d'avoir 2 ou 3 critères de ce type-là pour qu'on soit typé dépendant à l'alcool. Alors, quels sont les symptômes? Qui veut répondre à cette question? Alors, les symptômes physiques, certes. Docteur, quels sont les symptômes physiques, justement? Mais les symptômes physiques de l'alcoolisme chronique, je veux dire, il y a plusieurs symptômes qui peuvent attirer l'attention que quelqu'un est vraiment dépendant à l'alcool. D'abord, l'isolement social. L'isolement social, je viens de dire que ça peut être un critère de catégoriser quelqu'un comme dépendant. Ensuite, les problèmes professionnels. Donc, l'alcool entraîne des problèmes professionnels, des problèmes familiaux. Donc tous ces symptômes-là peuvent attirer l'attention des soignants ou l'entourage pour dire tiens, cette personne peut-être il a un problème avec l'alcool et malheureusement on n'en parle pas assez. Les gens viennent en consultation, on ne pose pas la question est-ce qu'il y a un problème avec l'alcool et on passe souvent à côté. Alors, oui. Simplement, je dis que le problème de cette maladie, c'est que lorsque les premiers symptômes de dépendance physique ou les troubles, justement l'isolement, etc., se manifestent, la maladie est déjà installée. Parce que la première dépendance, enfin, la dépendance, c'est donc la perte de la liberté de s'abstenir de boire, c'est la dépendance psychologique et celle-ci peut s'instaurer dès les premiers verres d'alcool. On y reviendra peut-être plus tard, mais voilà, les symptômes physiques se manifestent. Bien secondaire et souvent assez tardif. Est-ce qu'il y a des symptômes psychiques? C'est le premier symptôme qui s'installe, c'est-à-dire la dépendance psychologique, c'est ce qui a été dit. La perte de la liberté. Et la perte de la liberté de boire. Où on attend le moment où on ne peut pas s'en empêcher, même s'il n'y a pas une dépendance physique. Les patients pensent souvent qu'ils ont besoin d'avoir des tremblements pour être alcooliques. Pas forcément. Alors, alcool au féminin, le petit verre en cachette. Marie a 45 ans, elle nous raconte son parcours. Nous respectons bien entendu son anonymat. C'est venu tout doucement, petit à petit. Je ne m'en suis même pas rendu compte parce que je buvais que le week-end. Je buvais le samedi, après le vendredi et le samedi. Et je sortais qu'à l'extérieur, je buvais et pas à la maison. Mais après la naissance de mes enfants, c'était plus compliqué de boire à l'extérieur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à acheter de l'alcool pour boire à la maison. Et c'était un peu la porte ouverte. Je buvais caché, vraiment mon entourage très très proche, mon mari de l'époque, peut-être quelques proches aussi, mais je pense que je cachais très bien, je me cachais bien. Il n'y avait pas grand monde qui me voyait dans cet état-là, et personne ne m'en a fait la remarque. Peut-être on m'a vu trop boire dans les soirées, dans les dîners, mais c'est tellement tabou, les gens n'osent pas, ils ne savent pas comment s'y prendre pour dire bon là c'est un peu trop. Enfin, les gens ne savent pas aborder ce problème-là. Quelles ont été les conséquences sur votre santé? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas osé consulter, parce que j'avais peur que mon médecin généraliste s'en rende compte, qu'il fasse des analyses, que ça se voie, et j'avais tellement peur que ça se sache.
J'avais honte et j'avais de la culpabilité. Donc j'ai négligé ma santé pendant quelques années. J'ai évité de voir le médecin. On occulte un peu tout. On va être tranquille, on va être juste seul et tranquille pour boire. À partir de là, on bâcle tout. L'heure du bain, l'heure des devoirs, l'heure du repas, et on profite de rien. Et on est obsédé après par cette pensée d'être seul, tranquille, pour picoler. Quand je suis allée au bout du bout, d'essayer toute seule, je me suis dit, bon, là, il va falloir quand même demander de l'aide. Et c'est à ce moment-là que j'ai tapé tout simplement sur Internet, alcool, aide, que faire. Et là, c'est sorti, j'ai vu Alcooliques Anonymes, et je me suis trouvé sur un forum d'entraide d'abord, par Internet. Ça m'a aidé parce que j'avais pas trop envie de me montrer, d'aller dans une association physiquement, moi, à cette époque-là. Et ça m'a aidé à faire le pas vers les autres, m'ouvrir, parler, verbaliser et comprendre que j'étais pas seule dans ce cas-là. Ça vous a beaucoup aidé? Ah, énormément, énormément. Est-ce qu'aujourd'hui vous buvez encore, ou beaucoup moins, ou plus du tout? Plus du tout, plus rien. J'en ai plus besoin et j'en ai plus envie, surtout. Docteur Danous, quel est le seuil de consommation à risque pour la femme? Est-ce qu'il est identique à celui de l'homme? Il n'est pas du tout identique, non. Il y a le seuil à risque chez l'homme et bon, ça reste aussi des études statistiques. Hein, donc, c'est pas parce qu'un homme va boire 5 verres qu'il va devenir dépendant. Donc, chez l'homme, c'est 5 verres par jour et chez la femme, c'est 3 verres par jour. Donc, si vous voulez une réponse succincte, c'est comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas en rester là. La consommation de 3 verres ou de 5 verres, ce n'est pas suffisant. Comme on dit dans tous les produits qui ont un pouvoir addictif, l'addiction devient entre un produit, un individu et un environnement. Ça veut dire qu'il faut que les 3 critères soient réunis pour qu'une personne devienne alcoolique ou dépendant à un produit psychoactif. Oui. Le mode de consommation des femmes diffère-t-il de celui des hommes? Pas forcément. Elles boivent comment? Souvent en cachette, souvent seule, chez elle ou dans des endroits où on ne peut pas la trouver. Souvent comme ça. Une buveuse silencieuse? Oui. Alors ça peut être aussi festif, convivial, hein, mais ça peut démarrer comme ça, hein, par un alcoolisme mondain. Mais par la suite, il y a quand même une alcoolisation souvent seule, en cachette, très dans la honte, dans la culpabilité. Donc comme une alcoolique, elle est buveuse silencieuse et elle devient progressivement buveuse régulière et elle tombe là dans la dépendance. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a à peu près de 10 à 15% de gens qui sont dans une consommation excessive qui vont devenir dépendants. Alors avec tous les critères Quand même, lorsque l'on boit en cachette et seul, on peut vraiment parler de dépendance. Voilà. Il n'y a pas vraiment de notion de plaisir, de partage, de convivialité. On n'est plus même pas dans un alcoolisme excessif. Il y a quand même là un besoin et on sent bien qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et qu'elles attendent ces moments, elles le disaient bien, pour être seules et pour être seules avec la bouteille. Comment réagissent-elles à l'alcool? Sont-elles plus sensibles, plus vulnérables que l'homme? Oui, ils sont beaucoup plus vulnérables que l'homme. Et pourquoi? Parce que, si vous voulez, la consommation d'alcool chez la femme, bon, comme toute substance qu'on absorbe, il y a une élimination, il y a une assimilation de l'organisme. Et vu l'importance de la masse musculaire chez l'homme, où l'alcool ne se dilue pas dans cette masse, et la masse graisseuse qui est alcoolophile, si j'ose dire, chez la femme, ça fait que l'alcool persiste plus longtemps chez la femme. Et puis, il y a le système d'élimination physiologiquement qui est beaucoup moins lent que chez l'homme. Donc, ils éliminent l'alcool beaucoup plus lentement, ce qui fait que les effets ils sont beaucoup plus importants. Immédiat. Par exemple, pour donner un exemple, pour développer une cirrhose hépatique, chez l'homme, il faut compter à peu près 15 ans. Chez la femme, 10 ans. Pour une quantité d'alcool identique absorbée. Hein. Quel est le profil type de la femme qui s'accroche à l'ivresse? Il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense... Oui. Vas-y. Allez-y, pardon. Je pense pas. Bien sûr, on peut trouver des troubles mentaux avant, des troubles anxieux notamment, des éléments dépressifs, des événements de vie douloureux qui ont conduit... C'est les raisons. Mais le profil, d'où elle vient, qui est-elle, tous les milieux. Je pense que la femme alcoolique type
je vais vous le décrire, enfin, à mon avis, dans 2 mots. C'est la mère de famille qui a réussi sa vie professionnelle, qui a un mari qui a réussi aussi sa vie professionnelle, où les enfants ont quitté la maison et que la femme se retrouve seule et qui a le sentiment d'inutilité. Donc c'est la solitude. C'est la solitude. Alors, peut-être, Donc, oui, vous avez- effectivement, Et la l'amour solitude. Hein et le côté fataliste. Et elle passe son temps à attendre son mari qui est souvent en déplacement. Donc en attendant son On mari... va être d'accord. Hein. moi, je pense que c'est l'image type de la femme actuellement. Ouais. Après, il faut faire la différence avec les jeunes femmes. Les jeunes femmes n'ont pas ce type d'alcoolisation. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait une... Il n'y a pas de... Je pense pas. Il y a pas de profil. Ni Bon. dans le milieu social, ni... Non, je pense pas. Alors, je vais vous proposer de découvrir un autre profil, justement, celui tu dis 50 ans. Alors, la bouteille est devenue sa copine depuis son plus jeune âge. Regardez, elle avait 4 ans lorsqu'elle a commencé à boire. Moi, j'ai commencé à boire très tôt, étant d'origine normande, bretonne, et entourée de joyeux lions. J'allais en vacances chez mes grands-parents et à l'âge de 5-6 ans, on m'offrait déjà mon petit verre de rouge à la fin du repas. On buvait du cidre aussi, donc j'ai bu très jeune. Mon père était alcoolique aussi, est mort d'ailleurs à 47 ans des suites de l'alcool. Mon frère est mort aussi de ça. Pendant très longtemps, j'ai détesté l'alcool. Parce qu'elle m'avait enlevé mon père et ça m'avait vraiment choqué. Et j'ai rencontré mon premier mari, qui lui était alcoolique, bien sûr. Ça arrive très très souvent, hein, les femmes battues qui épousent des maris violents. Moi, j'ai épousé un mari alcoolique. J'ai eu 2 enfants. J'étais sobre pendant mes périodes de grossesse, bien sûr. Hein, ça, j'ai réussi à garder ma sobriété, mais j'ai beaucoup déconné de 18, je dirais, à 28 ans. J'ai fait à peu près tout ce qui était possible pour me supprimer. J'y suis pas arrivé. Mais c'est vrai que l'alcool, on était étudiants, c'était les années 80, ça coulait à flot. Il y avait d'autres substances qui n'étaient pas négligeables non plus, qui coulaient à flot. Et moi, je faisais tout pour me détruire, en fait. Et heureusement, je n'y suis pas arrivé. Et j'ai dû m'exiler, j'ai dû partir de France pour échapper, en fait, à cet alcool. Et là, j'ai rencontré, dans ces pays étrangers, les programmes des 12 étapes. Et c'est ce qui m'a sauvé. Ça a sauvé pendant 10 ans mon premier mari. Moi, ça m'a permis d'arrêter de boire. Et ça allait, j'ai dû rester sobre toute ma période à l'étranger, 12 ans. Et vous avez rechuté après? J'ai chuté quand je suis revenu. Je pense que ma fille a pas mal souffert indirectement de mon alcool, parce que c'est pareil, je buvais en cachette, je prenais toujours la face, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la consommation, il y a toute la personnalité derrière. Et c'est ça qui est aussi à soigner. Votre personnalité avait changé? Voilà. Comment étiez-vous? Oui, bien sûr. Dans quel état? On devient agressif, on est dépressif aussi, on a des sautes d'humeur. Et votre entourage ne vous alertait pas? Non, moi je donnais le change et je pense qu'eux aussi. Parce qu'il ne faut pas. Moi, quelqu'un qui boit, je le vois tout de suite. Il y a la laine, il y a la peau. Quand on boit une certaine quantité, on a aussi une odeur. Hein. L'alcool passe dans la peau. Hein. Je sais pas, il faut avoir vraiment le nez bouché pour ne pas s'en rendre compte. Quoi. Mais je pense qu'il y a du déni aussi. De la part de l'alcoolique, mais de la part de la famille aussi. C'est pas si grave, pas malade. Ça va se passer, demain ça ira mieux. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris conscience que vous deveniez alcoolodépendant? Ouais, vers la fin, là, là maintenant j'ai 10 mois et des poussières de sobriété. Vers la fin, d'abord j'avais grossi énormément. J'ai perdu depuis que j'ai arrêté, j'ai perdu 12 kilos. Une nuit, j'ai dit, nous on s'en remet dans le programme à une puissance supérieure. J'ai prié toute la nuit. Il faut que je m'arrête de boire. Il faut que je m'arrête de boire. Et j'ai prié. Je ne suis pas spécialement religieux. Enfin, j'ai pas de religion particulière, mais j'étais là avec l'univers. Il faut que ça s'arrête, quoi. Sans ça, je vais en crever.
Docteur Maj, je vous ai vu réagir aux propos de cette dame. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Non, je me posais juste la question. Elle parle de sobriété, pas d'abstinence. On fait une différence, nous, entre la sobriété et l'abstinence. Être sobre, c'est boire, on va dire, normalement, finalement, comme tout le monde. Abstinence, c'est vraiment ne pas toucher une goutte d'alcool. Alors, je pense qu'elle devait quand même parler d'abstinence, à mon avis. Oui, hein. je pense que c'est dans les programmes, effectivement, dans ces mouvements néphalistes, où on ne parle plus d'abstinence, mais de sobriété. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les facteurs de risque? Alors, Michel. on peut en déterminer. Alors, on parle bien de facteurs de risque et non pas de causes. Parce que les causes, il y en a des centaines, voire plus. Les 3 grands facteurs de risque peuvent être donc, le premier, la tolérance aux produits. Plus un individu va être tolérant à l'alcool, va bien supporter, entre guillemets, l'alcool, et plus l'augmentation de sa consommation ne va pas poser de problème. Pour lui, physiquement, hein, quelqu'un qui va être malade au bout du 2e verre d'alcool, il ne va pas renouveler l'expérience très souvent. Bien évidemment, il y a la fragilité personnelle, hein, la façon dont l'individu a pu se construire avec ses failles, ses faiblesses. Et le 3e facteur de risque qui fait souvent dire ou penser que cette maladie peut être héréditaire, c'est le facteur familial, le milieu familial. C'est-à-dire le père qui boit, la mère qui boit, un enfant qui va grandir au milieu de l'alcool. Voilà, qu'on lui serve de l'alcool très jeune, comme dans le témoignage, ou qu'il perçoit, enfin, qu'il voit tout simplement les êtres qui peuvent lui servir comme modèle, les êtres qu'il aime, consommer régulièrement, de façon abusive, ce produit. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Bon, les dernières études, et depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Effectivement, il y a des facteurs génétiques, mais ce n'est pas des facteurs héréditaires. Donc, c'est génétique. C'est ce que je viens de vous dire. Quand on devient addict, c'est la rencontre d'un individu, d'un produit et d'un environnement. Donc, un individu qui a déjà des gènes en faveur de l'alcoolisme va devenir effectivement addict, et un autre qui va consommer de la même façon et de la même quantité, mais il ne deviendra pas. Donc, effectivement, on parle des facteurs génétiques, mais on est encore vraiment au début de ces études. Ils ne sont pas encore complètement au point. Alors, quelle est l'image de la personne alcoolique? Quelle image la personne alcoolique a-t-elle d'elle-même? Une perte de conscience, une perte de l'estime de soi, une dévalorisation, une culpabilité, une honte. Pour les femmes, beaucoup, pour les hommes aussi, hein, mais peut-être un peu plus pour les femmes. C'est ce que vous constatez également lorsqu'elle vient de vous voir? Ah oui. Est-ce qu'elle vous parle de ce mal-être, de ce dégoût qu'elles ont de leur corps? C'est la première raison qui souvent leur font faire une démarche de soins, c'est justement cette image qu'elles ont d'elles-mêmes et aussi de ce que les autres leur renvoient aussi. Parce que souvent, c'est une femme alcoolique, c'est encore considéré comme très, très, très mal et puis dégradant. Donc voilà. Donc elles ont et d'ailleurs quand elles reprennent, je dirais, leur vie en main, elles ont besoin de redonner une image très, très positive de leur corps. Elles arrivent souvent très négligées. Très négligées. Et on les voit petit à petit prendre soin d'elles. C'est assez impressionnant. Oui. La première restauration est effectivement physique. Voilà. Donc il y a des conséquences physiques, des conséquences psychiques et sociales. Bien sûr. Oui, elles sont énormes. Hein. Je veux dire, la dépression en premier, l'anxiété. Ça peut être avant, hein, je l'avais dit tout à l'heure, mais de toute façon, c'est aggravé par l'alcool. Ouais. L'alcool aggrave la dépression et aggrave l'anxiété. Alors, quelles sont les maladies associées à l'alcool et qui touchent davantage les femmes que les hommes? Il n'y a pas de maladie due à l'alcool qui touche plus les femmes que les hommes. Je pense que l'alcool provoque les mêmes dégâts chez l'homme et chez la femme. La seule différence, qu'on voit ces maladies apparaître d'une façon beaucoup plus précoce chez la femme que chez l'homme pour la même quantité d'alcool absorbé. Et quelles sont les maladies liées à l'alcool? Les plus fréquentes. Le plus fréquent, c'est les cancers des voies aérodigestives supérieures, les cirrhoses du foie, les cancers du foie, les neuropathies des membres inférieurs. Donc, c'est les maladies qui reviennent, si vous voulez, le plus fréquemment.
malheureusement. Mais sinon, on peut aussi parler des problèmes dentaires, on peut parler de la peau, on peut parler des troubles sexuels, on peut parler des... Les dommages sont très graves. Ils sont très graves et malheureusement, ils sont très souvent irréversibles à partir d'un certain degré. Alors, est-ce que l'alcool est un danger dans la maternité? Lorsqu'une femme est enceinte, si elle boit de l'alcool, quelles sont les conséquences sur le fœtus? Ben oui, je crois que c'est le toxique le plus néfaste pour le fœtus, je dirais, au niveau de toutes les drogues. Et souvent, c'est minimisé parce qu'on ne dit pas suffisamment à ces jeunes femmes que la tolérance est zéro lors de la grossesse. On le connaît bien au niveau du tabac, mais on le dit beaucoup au niveau du tabac, mais très peu au niveau de l'alcool, parce que c'est le syndrome d'alcoolisation fétale. Ça entraîne des dommages sur le fœtus et sur l'enfant à naître qui sont irréversibles, souvent irréversibles. Alors, quel est le taux peut-il y avoir un lien, d'abord, entre la consommation d'alcool et la santé mentale? Sur le cerveau, en quelque sorte. Il y a un lien. On peut retrouver derrière l'alcool toutes les pathologies psychiatriques, vraiment. Il nous faut du temps, souvent, pour les découvrir. Il faut être quand même suffisamment à distance de l'alcool pour y voir plus clair. Le dépistage est difficile. Oui, parce que l'alcool modifie l'humeur. On a des patients qui sont patients et patientes, hein, pour les hommes et les femmes, qui sont souvent déprimés. On ne sait pas si c'est dû à l'alcool ou si c'était là avant. On ne sait pas s'il y a des choses beaucoup plus graves comme un trouble bipolaire. On peut tout voir, vraiment tout voir. Après, les conséquences de l'alcool oui, c'est ce que je disais, c'est souvent de la dépression et sur le plan neurologique, des choses très graves, hein, les pertes de mémoire jusqu'à la démence et qui là est irréversible. Quel est le taux de mortalité lié à la consommation d'alcool? C'est très simple à calculer. D'abord, il y a à peu près un taux global en France de l'ordre de à peu près 49 000 décès par l'alcool et par an. Donc ce qu'on appelle les décès évitables, parce qu'on pouvait éviter ces décès si on ne consommait pas de cette façon l'alcool. On en compte 50 000 à peu près. À peu près 50 000, voilà, c'est de l'ordre. Ça fait à peu près de. On est à 13% de consommateurs réguliers d'alcool, sur lesquels on peut considérer il y a 8% qui deviennent addicts à l'alcool et qui auront une maladie alcoolique. Et donc le taux, ça se calcule, je veux dire, dans ce sens-là, par l'importance de ces décès liés à plusieurs maladies, hein, donc la cirrhose, la psychose, etc., les cancers. Alors, comment sortir de cet enfer? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que les femmes se prennent en main pour vaincre la maladie? Et comment? Est-ce qu'elles viennent vous voir, aussi bien au sein de votre unité de soins, au sein de votre association? Est-ce qu'elles viennent délibérément, seules ou accompagnées? Est-ce que le poids de l'entourage est important, l'influence? Alors, ce qui est important, effectivement, c'est d'apporter la connaissance sur les structures de soins, de pouvoir, effectivement, aussi leur donner l'envie de pouvoir faire une démarche, parce que, bon, je veux dire, c'est quand même des prises en charge pluridisciplinaires qu'on essaye de mettre en place. Donc, on a plusieurs portes d'entrée par rapport aux soins, que ce soit le corps médical, mais le corps social ou tout simplement l'entourage. Et c'est souvent de les accompagner dans cette démarche dû à cette culpabilité, de les accompagner, de ne pas les stigmatiser dans leur maladie, qui fait qu'elles arrivent à faire une démarche. Et puis après, c'est tout le travail en amont, avant l'arrêt, c'est le travail de motivation qui est important de faire pour pouvoir leur donner cette envie de se sortir de ce Alors, elles consultent le médecin, elles se tournent également vers l'hôpital. Est-ce qu'elles viennent de plus en plus vous voir? Je trouve, oui. Elle entre toute seule dans la cure ou vous avez... Par la famille, par le médecin traitant, par l'AMPA, ou alors seule et souvent en cachette. Non, ce que je voulais dire, ça a été évoqué en début de l'émission, les femmes viennent effectivement volontairement maintenant demander une prise en charge, mais ils viennent beaucoup plus tardivement que les hommes. Mais encore la différence avec les hommes, quand ils sont pris en charge, ils sont beaucoup plus fidèles à leur prise en charge que les hommes. Alors justement, nous nous sommes rendus au sein de votre unité de soins, qui est une unité régionale. Vous recevez tous les patients qui viennent de Corse.
Chaque année, 130 personnes souffrant d'alcoolisme poussent la porte de cette unité de soins. 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes en grande détresse. Pour certaines patientes, il est souvent difficile de franchir le seuil d'une consultation spécialisée. Il y a quand même un temps d'adaptation. Donc elles mettent du temps à venir vers nous, elles sont assez renfermées, mais au bout d'un moment, il y a un lien qui se crée et donc du coup, il y a la possibilité de discuter avec elles, voire de faire des activités comme la sophrologie, l'hypnose, des jeux de cartes, du jardinage, etc. Vous ne cherchez pas forcément... Une fois le pas franchi de la consultation, le déclic a lieu et le sevrage s'opère. Il durera 4 semaines. Au bout de 4 semaines, le sevrage physique à l'alcool est fait depuis longtemps, parce qu'au bout de, on va dire, maximum 1 semaine, il est fait. Par contre, la cure, c'est vraiment un début de prise en charge de la maladie alcoolique. On ne règle pas tout au bout de 4 semaines. Ça, c'est pas possible. Même s'il y a des traitements qui... Une aide importante en parallèle est apportée par une équipe pluridisciplinaire. Pour éviter de recraquer, des consultations psy sont nécessaires. Psychothérapie individuelle et groupes de parole sont organisés. Ce qui est le plus difficile à admettre dans cette maladie, c'est la notion d'abstinence totale et définitive. Admettre le plus jamais, le plus jamais. Ce n'est pas tant le problème de la dépendance physique, bien évidemment que l'alcool abîme aussi physiquement, mais ça peut se régler assez rapidement. Voilà. Puis la restauration physique intervient généralement assez rapidement. La restauration psychologique, c'est un processus beaucoup plus long. Cette structure unique en Corse ne dispose qu'une dizaine de lits. Faible capacité d'accueil face à l'augmentation des demandes de consultation pour addiction à l'alcool pour les femmes et pour les hommes. Alors par quoi passe cette prise en charge lorsqu'on arrive chez vous? Quels sont les premiers examens? Les examens, je vais peut-être laisser mon collègue pour parler des examens, mais le début de prise en charge, c'est vraiment s'il y a besoin d'un sevrage physique. Il n'y a pas forcément besoin d'un sevrage physique. On peut être dépendant sans avoir une dépendance physique. Mais s'il y a dépendance physique, on va traiter simplement avec des tranquillisants, de l'eau et des vitamines. On va dire toute la durée de la cure, mais en fait le sevrage physique va se faire, comme je le disais, rapidement. En 7 jours, on est à peu près tranquille. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Et après, le traitement, c'est les entretiens, les réunions d'information, de réflexion, d'analyse de sa dépendance. Voilà. Disons que nous partons du principe au niveau des réunions. Alors attention, ce ne sont pas des groupes de parole. Hein. Ce ne sont pas des groupes de parole. Ce sont vraiment des réunions d'information et de réflexion, partant du principe que l'individu va bien combattre ce qu'il connaît bien. Voilà. Et puis toute cette réflexion personnelle sur soi qui est indispensable. À quel moment commence le vrai changement, le vrai traitement vers l'abstinence? Le vrai changement, enfin, pour moi, si vous voulez, la prise en charge pour amener quelqu'un vers le sevrage est basée sur 3 piliers principaux. Je dirais même 2 piliers principaux et un pilier secondaire. C'est d'abord la motivation de la personne à aller vers l'abstinence ou vers la consommation contrôlée, parce que maintenant on parle de plus en plus de la consommation contrôlée. C'est-à-dire on donne, il y a quelques années, quand on disait à quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, vous pouvez continuer à boire 1 ou 2 verres si vous voulez, on se faisait insulter. Alors que maintenant on va de plus en plus vers ce qu'on appelle la consommation contrôlée. Donc il y a la motivation de la personne à aller vers un sevrage, que ce soit abstinent ou consommation contrôlée. Et deuxièmement, c'est le pilier qui est aussi important, c'est la capacité de la personne à vouloir changer. C'est ce qu'on appelle la capacité au changement. Parce que si la personne n'a pas de capacité à vouloir changer et remplir le temps qu'il peut passer à boire par autre chose, la cure est vouée à l'échec. Et troisièmement, bien sûr, il y a le rôle des médicaments, que pour moi, les médicaments seuls ne marchent pas. Motivation, changement, seuls peuvent marcher, et les 3 ensemble, c'est l'idéal. À quel moment intervient justement le travail du psychothérapeute? Dès le départ. Hein. Dès le départ. Et est-ce qu'il y a un suivi médical Bien sûr. après toute cette cure, cette prise en charge? Il est nécessaire. La prise en charge. À l'intérieur de l'hôpital? À l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a une prise en charge ambulatoire?
Oui. Alors voilà, oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que je crois qu'en amont de la cure, il y a toute cette phase d'acceptation et de reconnaissance de la maladie, parce que les gens, quand ils arrivent chez nous, leur souhait, c'est d'arriver, enfin, qu'ils arrivent, c'est de peut-être de gérer encore leur consommation d'alcool. Mais cette prise en charge d'une acceptation de la maladie alcoolique, elle n'est pas évidente. Donc c'est tout un temps. Et la première chose, je crois, qu'on doit faire, et en ambulatoire ça nous le faisons, c'est leur donner la parole et de pouvoir exprimer, parce que la seule relation qu'elles ont eue, c'est avec ces personnes-là, c'est avec le produit, et qu'à un moment donné il faut leur redonner la parole et pouvoir justement détricoter un petit peu tout ça avec elles. Ça rejoint la définition de l'alcoolisme tout à l'heure. Je veux dire, on a dit l'alcoolisme dépendant, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, donc ça ne se traite pas en 4 semaines de cure ou en 3 mois de suivi. Une fois la cure, je pense, c'est l'étape le plus facile dans la démarche de sevrage. Et après, le suivi en ambulatoire qui est extrêmement important et qu'il faut qu'elle dure le temps qu'il faut. Je parle de mois pour ne pas dire des années. Alors, l'abstinence, une phase difficile, comment éviter la rechute? Il y a des rechutes, on l'a entendu. Oui, il y en a très souvent. Oui. Elle est presque... Enfin, elle fait partie du soin, voilà, elle fait partie de l'évolution, elle fait partie de ce fameux changement dont parlait le docteur Tannous. Lorsque un individu va prendre conscience de son problème alcool, on peut dire qu'il amorce un changement. Comme toute évolution chez l'être humain, il n'y a jamais d'évolution linéaire. C'est un véritable apprentissage de la vie sans alcool. Un apprentissage, quand on apprend, on ne sait pas ou on ne sait plus. Donc il y a des erreurs toujours possibles. Et la rechute, ça peut être effectivement l'erreur toujours possible. Bon, la perte d'une bataille dans cette guerre contre l'alcool. C'est un petit peu comme ça qu'il faut la concevoir. C'est pas forcément un échec. Et on apprend grâce à ses erreurs aussi. Oui, aussi. Donc vous travaillez autour de ça. On ne diabolise pas du tout la rechute. Il ne faut pas traiter la rechute comme une erreur, à mon avis. C'est comme vous disiez, un point ou une étape dans le cercle global de la prise en charge et du sevrage. À un moment donné, il y a la rechute. Et la rechute, j'allais dire, il faut la banaliser, non, mais il ne faut pas non plus culpabiliser sur la rechute. La rechute est là, il faut la prendre en compte, il faut la traiter, et le plus tôt possible. Parce que si on prend en charge quelqu'un qui a rechuté rapidement, le cercle est raccourci d'autant. Il est important de l'analyser, cette rechute. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il en est arrivé là? Et il avance à travers ça. Toute personne ayant eu des difficultés avec des produits psychotropes sait que la réalcoolisation, ils l'ont déjà vécu, puisqu'ils ont essayé à maintes reprises avant de faire une démarche de soins. Ils l'ont essayé personnellement et même souvent dans le plus grand secret, puisque c'est justement cette perte de liberté qu'ils ont testée au fur et à mesure de leur parcours avec le produit, souvent. Alors il y a ceux qui, après la cure, justement s'orientent vers des associations comme la vôtre. Dans quel esprit reviennent-elles chez vous pour avoir un suivi psychologique, je suppose? Alors nous n'intervenons pas après la cure, nous intervenons en amont de la cure. Pendant la cure. Et vous ne les revoyez plus après? Alors on les voit en amont, pendant la cure, qu'elles soient hospitalières ou ambulatoires, puisque nous pratiquons aussi des suivis. 70% du suivi se font en ambulatoire sans passer par la case hospitalisation. Donc c'est le travail en amont à la motivation, le travail de sevrage qu'on peut faire en ambulatoire et le suivi de post-cure qu'on peut mettre en place justement après. Vous travaillez de concert avec l'association? Oui. Comment justement. Alors, nous travaillons, nous suivons les patients qui sont orientés vers l'unité d'alcoolologie de Castellouche, nous les suivons pendant leur hospitalisation et en lien aussi après lorsqu'ils sortent de l'unité. Vous intervenez d'ailleurs au sein de cette association? Tout à fait. Et pour ça, je crois qu'on travaille en très bonne intelligence entre l'unité d'alcoolologie de Castellouche et l'AMPA d'Ajaccio. Et on a souvent des échanges de patients. Et d'ailleurs, il y a une infirmière de l'AMPA qui participe régulièrement à nos réunions de synthèse tous les vendredis matin. Je veux juste rajouter qu'on travaille aussi avec l'AMPA de Bastia, puisque nous sommes une unité régionale. Oui, et nous également. Vous avez deux structures. On a une antenne sur Ajaccio, une antenne sur Bastia, et des consultations pour répondre au maillage territorial, que ce soit sur Porto Vecchio, Bonifacio, Calvi, Rousse ou Corté. Ça fait combien de personnes que vous recevez?
Sur l'année 2014, on a eu à peu près en file active 1100 personnes, dont 30% de femmes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors d'autres se dirigent vers des groupes de parole tels que les Alcooliques Anonymes, une association qui existe depuis maintenant une cinquantaine d'années. En Corse, on a 3 antennes, Ajaccio, Corté, Bastia, Bonifacio. Cette association, eh bien, elle essaye d'aider les alcooliques à s'arrêter de boire, hein. Alors nous avons suivi une de leurs réunions. Bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Claude, je suis alcoolique et je vais bien. Je me suis reconnu quand quelqu'un dans un témoignage a dit « je passais dans ma glace et je ne pouvais pas me regarder ». Moi non plus, je ne pouvais pas me regarder dans la glace. J'ai eu des soucis personnels dans ma vie qui ont fait que j'étais très angoissée et j'ai plus pris l'alcool comme un médicament pour m'aider à m'endormir le soir. L'alcool était devenu vraiment quelque chose dont j'avais besoin. J'avais ces tremblements, j'avais besoin le matin, avant de pouvoir travailler, d'avoir ma douce. J'essayais d'arrêter de boire seule, je n'y arrivais pas, il y avait toujours une excuse, une bonne journée, une mauvaise journée. Je fêterai mon 5e anniversaire d'abstinence. C'est fini, la bouteille n'est plus leur amie. Éric, Jeanne, Pierre, Julie et les autres se sont fait cette promesse un matin de gueule de bois. L'alcool s'est invité petit à petit dans leur existence jusqu'à ne plus les quitter. Voilà les Alcooliques Anonymes réunis pour échanger ensemble leur expérience. Visiblement, eux, ils savaient faire, ne pas boire. Moi, je ne savais pas, alors j'ai écouté ces gens-là. Et maintenant que j'ai un peu d'expérience moi-même, je suis là aussi pour parler de mon expérience, si ça peut aider quelqu'un aussi. On est tous des médecins autour de la table, on se soigne les uns les autres. Ici, la parole se libère, se partage, on s'écoute. Les préjugés tombent, l'addiction n'est plus un tabou au féminin. On entend toujours des remarques qu'une femme qui boit, c'est pire qu'un homme. Bon, l'homme, il a bu un coup, après tout, il était content, il a travaillé, il a fait un tas de choses, mais la femme, non. La femme est à la maison, elle doit pas être dans les bars, elle doit pas boire. Mais moi, je me suis rendu compte que, quel que soit le sexe, il faut s'aider. Elle aussi, ils ont souffert, on a souffert, et on était dans une galère, et maintenant, on est dans un navire qui file tout droit. S'en sortir, c'est d'une difficulté inouïe. Un courage admirable. Être humble, c'est avoir la capacité de me regarder. Cette drogue, qui est terrible, est en vente libre, ou en fait fait aussi partie de notre culture. On nous incite aussi à boire toutes les semaines, donc d'avoir toujours ce contact, ces réunions. On l'accepte, qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas jugé, qu'on est là pour s'aider, à s'accepter nous-mêmes tels qu'on est. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus honte de refuser un verre. Je ne bois pas, c'est tout. Je ne bois plus, c'est comme ça. Je ne bois plus d'alcool. On me propose un verre, ce sera une orette, un pulco, mais pas d'alcool. C'est comme ça. Ça fait plus partie de ma vie et je ne veux plus que ça en fasse partie. J'invite ceux qui le désirent à se joindre à moi pour la prière de la sérénité. Les Alcooliques Anonymes ne sont associés à aucune secte, confession religieuse. Leur but premier est de demeurer abstinents. 43% cessent de boire au cours de la première année, 20% y parviennent dans les 4 ans qui suivent. Le courage de changer les choses que je veux et la sagesse. Les associations comme celle-ci sont-elles les premières interlocutrices, je dirais, ou interlocuteurs que rencontre la personne alcoolique? Alors ça peut, tout à fait, parce qu'elles ont un rôle très important à jouer. En Corse, elles ont été il n'y a pas très longtemps qu'elles existent. Ça a été très compliqué en Corse d'implanter des associations Néphalis. Et maintenant il y a les Alcooliques Anonymes, mais c'est très récent quand même au niveau... Que pensez-vous de cette thérapie collective? Est-ce que vous travaillez avec eux? Parce que le corps médical était un petit peu méfiant. On n'est pas méfiant, mais je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler avec. C'est vrai que moi, on ne travaille pas avec les associations d'alcooliques anonymes. La seule association avec laquelle on travaille réellement, c'est l'AMPA.
Mais bon, parce que nous avons des professionnels, mais je crois qu'à un moment donné, ça peut être un support important pour des gens qui ont besoin qui sont isolés. On parlait d'isolement, c'est la maladie de la solitude aussi, l'alcool. Hein. Donc, pour ces gens qui ont besoin de retisser un tissu social autour d'eux, ça peut être une porte qui va à un moment donné les amener vers le soin. Mais en aucune façon, ils ne peuvent se substituer, je dirais, à une prise en charge médico-psychosociale. Ils le disent, hein. Voilà. Et donc, ils ont un rôle à jouer, mais je crois que le corps médical, et on peut tout à fait travailler en complémentarité. Et même avant, justement. Oui. Parce qu'ils peuvent être les incitateurs, mais aussi après le soutien, justement, lorsque l'abstinence est nécessaire, soutenir à l'abstinence. L'alcoolisme est difficile à diagnostiquer. Quel doit être le rôle du médecin généraliste? Bien, il y a des méthodes, je dirais, de repérage, mais ça devrait être le premier interlocuteur, effectivement. C'est souvent difficile parce que il n'y a pas forcément de signes extérieurs et de maladies avérées, puisque la première maladie, c'est quand même la maladie de la dépendance. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se voit ou qui peut se diagnostiquer par une analyse ou par la maladie de la dépendance. C'est la première maladie qui s'installe. Et plus on intervient précocement dans la prise en charge, et moins, justement, on en arrive à des problèmes physiques et graves et souvent irrémédiables. Justement, est-ce qu'elles arrivent très tôt chez vous ou très tardivement, la plupart de ces femmes qui viennent vous voir? Plutôt tardivement. Assez tardivement, mais elles arrivent plus tôt, je trouve. Aujourd'hui, nous avons plus de jeunes femmes aujourd'hui. Plus précocement, puisque justement, on n'est pas dans une démarche d'hospitalisation. Donc elles arrivent plus précocement sur les centres ambulatoires où elles viennent en première intention chercher de l'information et pas forcément une demande d'abstinence ou une demande de soins. Ces femmes que vous rencontrez, est-ce qu'à un moment donné, elles retrouvent confiance en elles? Est-ce qu'elles se réapproprient ce corps qui a été abîmé? Est-ce qu'elles vous en parlent? Quelles attitudes ont-elles après cette cure, après toutes ces rencontres et ces dialogues? Bien sûr. Alors elles se réapproprient non seulement leur corps, mais aussi leur rôle, une place dans la société. Enfin, je veux dire, c'est très gratifiant pour les équipes de soins de pouvoir participer à la restauration de tout ça. Est-ce qu'on guérit de l'alcool? Ça, c'est une question, une question piège et qui tue. À partir du moment où l'alcool est considéré comme une maladie chronique, ça reste quand même une maladie chronique. On peut, quand on connaît le mécanisme, si vous voulez, qui amène à la dépendance à l'alcool, on est tenté par dire non, on ne peut pas guérir de l'alcool, mais on peut, avec un travail personnel et avec un traitement adapté, rester soit abstinent, soit sobre. Oui, apprendre à vivre. Et puis c'est quoi guérir? C'est quoi guérir? Guérir, c'est réapprendre à vivre sans le produit pour un alcoolique. Le but, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie. Leur qualité de vie est transformée, sans ou avec moins d'alcool. Voilà. Michel? Oui. Une conclusion là-dessus? Si on devait effectivement dire à des jeunes en particulier ou à des personnes qui ont des difficultés, leur dire de se méfier de ce produit qui est très puissant. Il ne faut surtout pas minimiser la puissance de l'alcool. Voilà, ça serait de leur dire... Méfiez-vous. Méfiez-vous si vous ressentez un effet qui vous apporte un plus par rapport à ce que vous êtes. Méfiez-vous parce que c'est là. Le début de la maladie peut s'instaurer dès ces premiers verres. Voilà. Si on avait de se méfier, si on ne peut obtenir cet effet qu'avec l'alcool. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur cette pathologie et vous nous les avez expliquées dans la sobriété. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.